Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec la Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Aujourd'hui, notre invité est Olivier d'Artigol, porte-parole du Parti communiste. Bonjour Olivier d'Artigol. Bonjour. Bordelais de naissance et historien de formation, vous avez adhéré à 17 ans au Parti communiste en 1987 avant de rejoindre le comité exécutif national. Vous y serez notamment chargé des questions de jeunesse et à ce titre, vous serez aux premières loges lors du mouvement d'opposition au CPE, le contrat première embauche, c'était en 2006. Vous êtes également, Olivier d'Artigol, conseiller municipal à Pau depuis 2008, d'abord dans la majorité emmenée par les socialistes, puis dans l'opposition depuis la victoire de François Bayrou, qui a repris son fief en 2014. En novembre dernier, vous avez publié aux éditions de l'Atelier un livre au titre sans équivoque, Macron, entreprise de démolition. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Corinne Laurent pour La Croix. Bonjour. Bonjour. Par Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Romain Mazneau Bonjour. pour RCF. Alors avant de passer en revue l'actualité dense de la semaine, une petite question plus personnelle, Olivier d'Artigol. Une religieuse cette semaine, sœur Bernadette Moriot, a officiellement été reconnue 70e miraculée de Lourdes. Alors est-ce que vous connaissez cette ville sanctuaire qui est proche de votre région de Pau? Parce que je suis des Pyrénées-Atlantiques, mais donc très proche des Hautes-Pyrénées. Donc j'ai vu en effet dans la presse les articles consacrés à cette actualité. Et ça représente quoi pour vous? Je dirais à la fois, peut-être en tant qu'historien, c'est un fait religieux qui vous intéresse? Je suis très respectueux de celles et ceux qui ont la foi. Je suis venu au Parti communiste français par un grand-oncle déporté à Dachau. Il croyait en son parti et à la solidarité des communistes dans le camp. Et il m'a appris le dialogue avec les chrétiens et avec toutes les religions. Je suis pour ma part peut-être agnostique, je pense qu'il y a quelque chose sans trop le définir et j'ai, en tout cas dans ma vie intellectuelle, je garde un contact avec ceux qui ne sont plus là mais qui parfois m'envoient des petits signaux, donc je suis très respectueux de tout ça. Une première question de Corinne Laurent pour La Croix. Alors, nous allons parler de l'actualité du Parti communiste. Le parti va réunir un congrès en novembre prochain. Oui. Quelle va être sa stratégie ? Pierre Laurent a donné une feuille de route avec un niveau d'ambition élevé, puisque nous parlons d'un congrès extraordinaire. Donc il faut déjà le préparer d'une manière qui n'est pas ordinaire, en n'ayant aucun tabou, aucune question qui peut être évacuée. On va donc, j'ai envie de dire, se frotter, se confronter, se coltiner des sujets qu'il faut travailler, l'état de la société, l'avenir, le sens de notre combat, la question. On a passé trop de temps au cours des dernières années, je trouve, lors de nos congrès, à parler de stratégie, de rassemblement pour le moment électoral. Donc là, Pierre Laurent a donné une feuille de route avec beaucoup de souffle, je trouve. L'enjeu aujourd'hui et le défi est qu'un maximum de communistes puissent s'emparer de cette préparation. Une question de Romain Mazneau pour RCF. Alors vous avez peut-être passé beaucoup de temps sur les stratégies, mais les alliances, c'est important en politique. Avec qui vous pourriez vous entendre pour reconquérir l'opinion et reconquérir le pouvoir ? D'abord, oui, l'élection est un moment important. Je ne vais pas contester cette idée. Mais justement, je pense que la reconstruction dans notre pays d'une perspective de gauche à dimension majoritaire doit s'emparer d'un très grand nombre de sujets pour regagner des batailles d'idées où on a été enfoncé au cours des dernières années. Je pense par exemple qu'il y a une passion française pour l'égalité qui est toujours là. On le voit dans certains moments, sur certains sujets sociaux, mais qu'on a besoin de reconstruire un imaginaire politique. Macron, pour ce qui le concerne, propose un imaginaire. On en parlera peut-être aujourd'hui. La question, c'était avec qui? Avec Jean-Luc Mélenchon. Et donc, il faut d'abord reconstruire des majorités d'idées et des majorités politiques avec toutes celles et ceux qui, dans la société, ne veulent pas de la société voulue par Emmanuel Macron. Ils sont considérables. Donc le champ des rassemblements, ils doivent être politiques, mais aussi sociaux, intellectuels, avec le monde associatif, le monde syndical. Je pense qu'il y a des forces vives dans notre pays qui sont aujourd'hui assez dispersées, qui pourraient converger vers de grands objectifs communs. On va essayer de construire du rassemblement de cette manière-là. Et ce que vous dites là, c'est également ce que dit Jean-Luc Mélenchon.
Donc se pose quand même la question de savoir qui va porter cette convergence. C'est aussi mon choix que de dire aujourd'hui que la question du rassemblement ne se regarde pas qu'à l'aune des relations entre le Parti communiste français, la France insoumise ou d'autres partenaires à gauche. Il faut bien sûr, et nous le proposons, Pierre Laurent ne cesse de le faire depuis des mois. Je pense d'ailleurs que si la convergence était faite avec Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, nous n'en serions pas aujourd'hui dans cette situation avec un livre intitulé « Macron, entreprise de démolition ». Il faut bien sûr les rapports les plus intelligents, les plus, j'ai envie de dire, constructifs et positifs avec les partenaires de gauche, mais il y a dans la société aujourd'hui des forces bien au-delà de ces acteurs politiques avec lesquels il faut travailler dans la durée et pas uniquement au moment d'une élection. Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Oui, sans vous faire offense, on a quand même un peu l'impression... Quand on commence comme ça, c'est toujours mauvais signe. Vous allez m'offenser, mais allez-y. Non, c'est amical, rassurez-vous. On a quand même l'impression que le PCF fait moins entendre sa voix que Jean-Luc Mélenchon. Oui, bien évidemment, parce que cela ne vous aura pas échappé. L'élection présidentielle a un poids très important dans notre vie politique. Je le regrette d'ailleurs. Je pense que l'inversion du calendrier électoral, le quinquennat, la personnalisation en outrance de la vie politique, le buzz permanent sur la petite phrase, nous déporte bien souvent de l'essentiel de ce qu'attendent de nous celles et ceux qui aspirent à un vrai changement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une crise de la politique. Et si beaucoup de gens aujourd'hui s'en détournent parce qu'ils ont le sentiment que ce jeu-là est quelque chose assez éloigné de leur vie. Alors il est normal que le candidat à la présidentielle que nous avons soutenu par 2 fois et qui a réalisé un score très satisfaisant, avec un total des voix de gauche au plus bas, puisse avoir, avec la personnalité, le tempérament qui sont la sienne, puisse avoir du rayonnement, bien évidemment, je ne le conteste pas. Ce que je vous dis, c'est que le Parti communiste français va très certainement, au mois de novembre, en tout cas j'y suis personnellement très important, faire une proposition forte à l'échelle du pays et pour notre société tout entière, pour reconstruire des repères, des valeurs fortes et les faire grandir avant, pendant et après une élection. Parce que je ne pense pas qu'on y arrivera, c'est important, je ne pense pas qu'on y arrivera en attendant tous les 5 ans cette élection présidentielle, en faisant un joli score, mais sans que cela ne permette de reprendre la main sur les affaires de notre pays. Corinne Laurent pour la Croix. Oui, justement, le Parti communiste parle souvent de rassemblement et on voit bien qu'à l'automne, les mobilisations contre les projets du gouvernement n'ont pas entièrement donné satisfaction à la gauche. Sur quel point pourriez-vous vous retrouver, sur quel chantier pourriez-vous vous retrouver, par exemple, avec des gens comme Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon? D'abord, sur la première partie de votre question, vous avez raison. Ça a été dur au moment des ordonnances sur la loi travail, mais il faut bien voir dans quelle séquence nous étions. Elles étaient dans le prolongement des lois El Khomri. Et donc l'idée de gauche a été, j'ai envie de dire, on a pris plein la figure pendant 5 ans. Donc d'une certaine manière, ça a été très difficile de construire un rapport de force plus positif face aux ordonnances Macron, parce que nous en étions dans cette séquence politique. Alors sur quel objectif ? Je pense qu'il y a des grands objectifs aujourd'hui qui sont convoqués dans l'actualité du fait de l'offensive d'Emmanuel Macron. Je pense que la question de l'égalité dans notre pays, face à une politique aussi inégalitaire, pour les premiers de cordée, et non pas pour toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui le monde du travail, la jeunesse, les retraités, à qui on va prendre l'augmentation à la CSG dans les portefeuilles. La question, j'ai envie de dire, d'un nouveau mode de production, de développement, le fait d'articuler les dimensions sociales, le développement des capacités humaines avec la protection de l'environnement, de la biodiversité, de la planète. Je pense que ce Rubik's Cube, il va falloir un jour que des forces politiques comprennent que lorsqu'on lutte contre les inégalités, c'est aussi un puissant levier pour le combat écolo. Un nouvel internationalisme. Il va bien falloir faire grandir une culture de paix, de co-développement, de solidarité à l'échelle du monde contre les logiques de guerre. Je vous ai donné là 3 sujets, il peut y en avoir d'autres, mais ça serait important de se fixer des priorités en effet. Romain Mazenot pour RCF. On entend parfois un certain nombre de noms d'oiseaux entre les communistes et la France insoumise, mais sur le fond, je dis bien sur le fond, qu'est-ce qui vous différencie ? Mais j'ai envie de dire, Jean-Luc Mélenchon a fait des choix. On vient d'en avoir la traduction dernièrement avec les élections qui se sont passées en Corse,
ou encore sur ses réactions suite aux 2 élections législatives partielles. Bon, c'est la trajectoire qu'il prend. Je n'ai jamais cru depuis l'élection d'Emmanuel Macron qu'il y ait un premier des opposants. Il y a une diversité d'opposants à gauche. Il faut, je pense, construire avec toutes ces sensibilités, toutes ces forces, du dialogue, du respect, de la bienveillance. L'idée de se fixer des objectifs communs et de les atteindre, je ne pense pas qu'on y arrivera avec des réunions au sommet, vous voyez. Je pense que sur des grands sujets, sommes-nous d'accord, par exemple, pour un plan d'urgence concernant les hôpitaux. L'hôpital public craque de partout. On a des retours de tous les territoires où on nous dit, mais véritablement, on est au plus mal. Par exemple, est-ce que sur l'avenir de l'hôpital public, on peut tous converger, et j'ai envie de dire, laisser un peu sur le bord de la route tout ce qui a pu, par le passé, alimenter des chicayas ou des controverses qui sont d'ailleurs pas toujours très intéressantes. Puisque vous parlez des hôpitaux, qu'est-ce qu'on fait alors? C'est toujours plus d'infirmières, d'aides-soignants, ou est-ce qu'on peut avoir recours davantage à des contractuels, par exemple? Je vous le dis, je fais beaucoup de débats publics le soir dans les différents départements. Je suis ce soir en Gironde, mais je vous le dis, l'hôpital public est en train véritablement de crever. Les fermetures de services, la fusion d'hôpitaux, cette tarification à l'acte, qui est une abomination qui a mené à de la productivité presque, l'épuisement des personnels. Je prends 30 secondes pour vous raconter quelque chose. Aujourd'hui, en Béarn, les femmes ne peuvent accoucher qu'à Pau. Après la fermeture de la maternité d'Orthès, qui est en milieu du Béarn, et d'Oloron-Sainte-Marie, il y a à la mi-décembre, qui est au pied des vallées pyrénéennes. Ils ferment Oloron, on dit à l'ARS, à l'Agence régionale de santé, mais véritablement c'est impossible. Le Béarn ne peut pas avoir une seule maternité, Pau. Et il s'est passé cette chose très grave. D'abord, la République des Pyrénées et le Sud-Ouest, je fais la pub à Presse quotidienne régionale de mon territoire, font, vous savez, cette photo du dernier né avant la fermeture, qui est toujours une photo effroyable pour moi. C'est le petit Vincent, il fait 3,6 kg, il y a les parents qui sont très... Mais c'est le dernier bébé. Mais en fait, ce n'était pas le dernier bébé. Pourquoi? Parce qu'une femme qui avait un accouchement par le siège compliqué a traversé Oloron, donc, où la maternité est fermée, et elle n'a pas pu arriver jusqu'à Pau. Ils ont rebroussé chemin. Et le directeur de l'hôpital a accepté de réouvrir la maternité pour accueillir cette femme et pour qu'elle accouche dans de bonnes conditions. Est-ce ainsi que nous vivons aujourd'hui? Est-ce que c'est cette société que nous voulons? Donc il faut un moratoire sur les fermetures. Il faut un financement pour l'hôpital public. Et il faut véritablement, oui, un plan de recrutement pour le personnel. Une dernière question, cette première partie rapide de Corinne Laurent pour La Croix. Rapide, je ne sais pas, vous avez sûrement entendu Emmanuel Macron défend sa politique fiscale. Il estime que la bataille du pouvoir d'achat se gagnera par la bataille de l'emploi. Qu'en pensez-vous? Tiens donc, d'abord, on vient de parler de l'hôpital. C'est une ponction sur le budget de la santé de 4 milliards pour l'exercice 2018, dont 1,6 milliard pour les hôpitaux. 4 milliards, c'est à peu près le cadeau qui a été fait via la suppression, parce qu'appelons un chat de l'ISF. C'est donc jamais un nouveau pouvoir arrivé aux affaires n'avait osé un tel choc fiscal. Vous vous en souvenez en 2007, quand Sarkozy avait fait son bouclier fiscal, ça portait sur 700-800 millions, ça avait défrayé la chronique. Aujourd'hui, on est sur un transfert de richesses produites de ceux qui n'ont déjà pas beaucoup vers les plus riches, de 7 à 8 milliards. Une étude vient de montrer que 42% des gains fiscaux de ce budget 2018 allaient profiter aux 5% les plus riches. Donc je pense que ce sparadrap président des riches, il ne se l'enlèvera pas d'ici la fin du quinquennat. Très bien, Olivier d'Artigueol. Nous marquons une première pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Retour dans un court instant sur le plateau. À tout de suite. Bonjour et retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens avec notre invité Olivier d'Artigueol, porte-parole du Parti communiste. Il est interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Corinne Laurent pour La Croix, par Romain Mazenot pour RCF et par Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Tout de suite, une première question d'Alain Baron, Radio Notre-Dame.
Oui, il est question que le gouvernement s'attaque à la réforme de la fonction publique. Semblerait que la question du statut se pose. J'imagine que vous êtes à fond contre. Bien sûr, parce que le statut de la fonction publique permet, par-delà le changement de gouvernement ou de politique parfois, de maintenir l'intérêt général. Là, il y a une offensive spectaculaire de Macron contre la fonction publique. D'abord avec ce plan de 120 000 départs. Il faudra qu'il nous dise, il ne l'a toujours pas dit, on prend où? À l'hôpital? On prend dans la justice, qui n'arrive plus, on prend où? Il parle de départ volontaire. Il va vers une rémunération au mérite. En fait, ça existe déjà. Les directeurs d'hôpitaux, par exemple, qui sont très zélés, peuvent être, pour mettre en place cette politique infâme d'une gestion purement comptable de l'hôpital, comme si l'hôpital était une entreprise, peuvent être récompensés s'ils sont très zélés. Donc il y a vraiment une charge très violente contre la fonction publique, mais il y a toujours dans notre pays, les enquêtes d'opinion le montrent, un attachement d'une majorité de la population aux fonctionnaires, aux services publics. Et vous savez, j'y pensais dernièrement, on a eu un épisode de nouveau très douloureux sur les intempéries, sur les inondations, sur les chutes de neige. Dans ces moments-là, on s'est félicité, remercié l'intervention des fonctionnaires. Et puis après, le gouvernement, d'une autre main, veut tailler d'une manière très grave. Parce que le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. J'aime bien cette phrase-là. Moi, je suis un enfant des services publics. Je dois au service public, à ma maternelle, mon collège, mon lycée, les écoles, les colonies de vacances de ma ville, l'école de musique, la bibliothèque municipale. Moi, je viens d'une famille une famille modeste, et ce service public, qu'il soit d'État, ou la fonction publique hospitalière, ou les collectivités territoriales, m'ont beaucoup amené. Regardez aussi la manière dont le service public à l'échelle locale, on le vit dramatiquement à Pau avec des baisses de subventions, où des associations de l'éducation populaire ne peuvent plus faire ce qu'elles avaient à faire. La situation devient très dure, très grave. Romain Mazenot pour RCF. Sur l'assurance chômage, le président Macron veut faire du donnant-donnant avec plus de moyens pour la formation et une baisse des allocations chômage en cas de refus de 2 offres d'emploi. Il fait fausse route selon vous? Faut faire attention à cette illusion du macronisme sur le « et en même temps ». Je consacre un chapitre dans l'ouvrage sur cette affaire, puisque systématiquement que Emmanuel Macron, lorsqu'il était candidat au président aujourd'hui, donne le sentiment d'une politique équilibrée avec ce « et en même temps », il n'en est rien. Aujourd'hui, il y a une offensive très dure qui intègre la réforme de l'assurance chômage, mais pas uniquement, avec d'autres sujets qui sont connexes, qui fait que véritablement, dans cette France start-up, pour lui, le salarié doit être, j'ai envie de dire, celui qui sera mis à disposition des grands groupes. Le patronat, aujourd'hui, via la réforme du Code du travail, a les pleins pouvoirs. On le voit avec, par exemple, les ruptures conventionnelles collectives. Et cette assurance chômage vise cette réforme, d'abord, je trouve, à une stigmatisation assez grave des chômeurs, laissant entendre des enquêtes, on fait la démonstration venant de Pôle emploi qui n'en était rien, que des chômeurs pouvaient se satisfaire de leur situation. Le contrôle, il existe déjà. Voilà, le contrôle existe déjà. Ce qu'il faut pour régler la question des chômeurs, c'est s'attaquer au chômage. Et donc avoir une politique de création d'emplois beaucoup plus offensive dans notre pays. À chaque fois qu'un groupe comme Carrefour dernièrement annonce, ou d'autres, je pense à Vallourec, qui est une usine à Tarbes. Marie-Pierre Vieux, notre députée européenne, était aux côtés des salariés samedi dernier. Chaque fois que ces entreprises annoncent la destruction de l'emploi, on se rend compte que chaque fois, elles sont sous, j'ai envie de dire, des versements d'argent public via le CICE ou d'autres dispositifs, qui fait qu'elles prennent de l'argent public d'un côté,
sans que cela soit conditionné au maintien ou au développement de l'emploi et se comporte de manière insupportable. Les derniers chiffres du chômage qui sont tombés hier sont plutôt bons, montrent Oui, qu'il y a plutôt une baisse du chômage, voir on de amorce quoi tout ça quelque est chose. constitué, Ouais. il faut voir la manière dont il y a eu un nombre en augmentation de ruptures conventionnelles, il faut voir la manière, il y a une progression de l'emploi précaire. Voilà, maintenant le CDI devient le Graal. Il y a aussi des choses qui vont vers une précarisation grandissante du salariat qu'il faut regarder de près aussi. Corinne Laurent pour La Croix. Vous nous avez parlé de votre parcours au sein de l'école de la République. Le gouvernement vient d'ouvrir son chantier de la réforme du bac. Vous êtes pour ou vous êtes contre? Ce qui se passe avec M. Blanquer, qui est présenté comme un technicien pragmatique, c'est en fait un vrai idéologue qui porte un projet très régressif pour l'école. Ma génération, c'est certainement aussi un peu la vôtre, on avait la possibilité, par-delà le milieu social d'origine, d'avoir un imaginaire qui n'était pas bridé. Les enfants des catégories populaires pouvaient dire je vais être ou professeur, ou chirurgien, ou que sais-je, ou un grand mathématicien. Et aujourd'hui, cette réforme du bac, mais aussi la sélection au lycée, puis ce qui se passe sur la sélection sur la fac, fait que ces gamins des quartiers, des milieux populaires ne pourront plus aujourd'hui accéder au métier de leur choix. Cette réforme du bac, avec tout ce qu'il y a à côté, organise le tri social, qui fait que le bac d'ailleurs ne sera plus un diplôme national, mais selon le lycée, selon la manière dont vous avez constitué ce bac, ça ne voudra pas dire la même chose. C'est déjà pour le toutes cas, les personnes. disent beaucoup. Selon qu'on a fait tel lycée, tel cursus dans telle ville. Oui, mais c'est ça n'a en pas la effet, peine. mais là c'est une accélération spectaculaire de ces stratégies de sélection sociale. Spectaculaire. Jamais, la France n'est plus la France pour moi lorsque elle va dans cette direction-là. Et donc l'existant, le statu quo n'est pas satisfaisant. Et d'ailleurs, Macron joue beaucoup sur ça. Moi, je ne suis pas là pour défendre l'hôpital tel qu'il est aujourd'hui, pour défendre la manière dont ça se passe à l'école, puisque les inégalités scolaires sont le reflet des inégalités sociales. Donc ce n'est pas satisfaisant. Sauf que plutôt que d'aller vers de vraies solutions, et en l'occurrence l'école de la réussite pour tous, il va vers une accentuation, une aggravation de ce qui aujourd'hui pose tant de problèmes. Une question d'Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Oui, M. Macron veut refaire un service national, universel, obligatoire, pour restaurer le lien armée-nation. Vous en pensez quoi? C'est une bonne idée ou D'abord, bien malin qui peut savoir exactement ce qu'il en est. Il y a eu une petite cacophonie gouvernementale sur cette question-là. Là, d'après ce que je lis, c'est 2-3 mois, mais plutôt sous une forme service civil. C'est ce que je comprends. Mais en fait, oui, vous me faites comme ça, on ne sait pas. Donc, il faudra regarder ce qu'il en est. Concernant ce lien, j'ai envie de dire, à la nation, de la jeune génération, je pense qu'il se construit à l'école. Je pense qu'il se construit avec des grandes organisations d'éducation populaire qui aujourd'hui n'ont plus de financement. Je pense que ça se construit à l'échelle des collectivités territoriales qui peuvent mettre en place, je l'ai fait lorsque j'ai été élu à la jeunesse à Pau, des services civils, civiques. Voilà, là je pense qu'il y a beaucoup de communication gouvernementale pour sortir d'un mauvais pas, puisque le débat national commençait, on va peut-être en parler un peu, sur la question du pouvoir d'achat. Et il y avait, pour la première fois dans ce quinquennat, un sujet où se cristallisait une insatisfaction, un début de grogne, puisque Sarkozy avait dit travailler plus pour gagner plus, Hollande l'inversion de la courbe, Macron s'est engagé sur le pouvoir d'achat, or les faits sont têtus, ça ne le fait pas. Il n'y a pas d'amélioration, il y a une dégradation. Et pour sortir de ce moment où le débat national commençait à se fixer là-dessus, il a démultiplié les annonces pour attirer l'attention sur d'autres sujets. Donc c'est un leurre selon vous, Oui, ces débats-là ne sont pas au centre des vrais sujets de préoccupation qui sont le lien d'une nouvelle génération à l'intérêt général est une question importante, mais je pense qu'il apporte une mauvaise réponse aujourd'hui. Mais en tout cas, on ne sait pas réellement ce qu'il en est. Donc. Une question de Romain Mazneau. Le président Macron veut apparemment associer étroitement les représentants des cultes à la réflexion sur la bioéthique. Est-ce que ça vous choque ou est-ce que vous dites c'est bienvenu que le politique puisse discuter avec le savant, avec le religieux? Ça ne me choque pas à partir du moment où la concertation va
permettre d'auditionner l'ensemble des forces vives de notre pays, qu'elles soient scientifiques, intellectuelles, religieuses. Mais c'est une rupture par rapport à la présidence Hollande ou... Oui, mais ça ne me choque pas, voilà, je vous réponds. D'accord. Après, ce qui me paraît important sur ces sujets, puisqu'on parle c'est la révision donc, des lois de bioéthique. On va parler de choses telles que la PMA, la GPA, la fin de vie, des choses aussi qui relèvent de la manière dont le progrès scientifique peut quand même nous amener à ne pas aller vers le pire, notamment vers la marchandisation de l'humain, parce que nous en sommes là sur certains projets. Donc vous êtes contre la GPA, c'est ça que vous voulez dire? Je suis pour l'élargissement de la PMA, je suis absolument opposé à la GPA, parce qu'elle est la marchandisation du corps des femmes, et je pense que dans ce domaine-là, déjà, il y a déjà des choses suffisamment graves pour qu'on aille vers... Vous savez, il y a des usines à bébés aujourd'hui dans certains pays. Donc je suis absolument... L'adoption dans ce moment-là me semble la solution. Et sur la question de la fin de vie, est-ce que vous diriez qu'il faut absolument une nouvelle loi, ou est-ce que la priorité, c'est pas de faire connaître la loi existante, Bien sûr, il faut une évaluation de la loi qui existe. Ceux qui ont été confrontés à ce que sont des sédations profondes voient bien que là, nous sommes dans des sujets exceptionnellement sensibles. Je pense qu'il faut donc une évaluation de la manière dont la loi est appliquée, ou pas. Je pense qu'il faut un effort national très important sur les soins palliatifs, qui n'existe pas aujourd'hui. Et s'il faut aller vers une révision, allons vers une révision. Une question de Corinne Laurent pour La Croix. Oui, une question sur les religions et l'organisation de l'islam, c'est un sujet qui est sur la table. Est-ce que vous pensez qu'il faut toucher à la loi de 1905 ? Ce n'est pas nouveau, c'est une vieille rengaine. J'ai souvenir que quand Nicolas Sarkozy avait voulu organiser l'islam de France, cela avait alimenté une dérive qui était allée vers la création d'un ministère de l'identité nationale, si mes souvenirs sont bons. Je pense que lorsqu'on veut organiser l'islam de France, en fait, c'est un paravent pour dire que ce qui serait un problème, c'est l'islam. Je ne le crois absolument pas. Je pense que la stigmatisation de cette religion nous amène vers le pire. Je pense que les amalgames qu'il y a entre ceux qui vivent leur foi et, par exemple, les terroristes, Daesh, disons les choses telles qu'elles sont, est insupportable. D'autant plus que les premières victimes de Daesh, ce sont les musulmans. Si on prend la question, j'ai envie de dire, si on prend sous cet angle-là. Et donc qu'il faut bien sûr qu'il y a des moyens aujourd'hui qui existent avec la justice, avec les services de l'État pour, j'ai envie de dire, s'attaquer fermement à la radicalisation, mais qu'on ne peut pas, dans le débat national, pointer du doigt, comme cela est fait aujourd'hui, une religion. Mais comment on fait pour couper les influences étrangères, pour financer les lieux de culte? Est-ce que certains évoquent une taxe sur le halal? Comment on fait concrètement? D'abord pour s'attaquer aux influences étrangères, comme vous le dites, il faudrait peut-être commencer à balayer devant notre propre porte, puisque des démocraties ont pu, dont la nôtre, jouer avec le pire en allant vers des formes de financement, vers des pays qui ont soutenu Daesh. Parce qu'il faudra un jour refaire le point sur la manière dont le monstre a pu surgir de cette manière-là. Je vois, ça me touche beaucoup, les combattants les plus courageux face à Daesh sur le terrain, c'était les combattants kurdes. Et donc il est insupportable que d'un côté la France puisse avoir une parole, j'ai envie de dire, de solidarité en direction des Kurdes et ne rien faire face à l'oppression, à la barbarie frappant les forces démocratiques kurdes organisées par Erdogan. Et donc voilà le « et en même temps » d'Emmanuel Macron. Jouer sur ces deux ressorts, et ça c'est impossible. Et donc je pense qu'il faudra regarder la question des financements, ce n'est pas une question de tabou, mais en se gardant bien de nourrir une stigmatisation. Nous reviendrons sur l'actualité internationale dans la dernière partie, mais pour terminer cette deuxième partie, une dernière question donc de Alain Baron pour Notre-Dame. Sur ces problèmes de religion, est-ce qu'il y a vraiment un problème de laïcité en France? Parce qu'il y a 20 ou 30 ans, ça ne posait pas de problème. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?
Pour répondre directement à votre question, je ne pense pas qu'il y a un problème de laïcité. Je pense qu'il y a un problème d'instrumentalisation pour des raisons politiques. Vous savez, pour faire oublier la question sociale, pour faire oublier, par exemple, une plus juste répartition des richesses, pour faire oublier la précarité qui bouffe les vies de partout. La corde, on la connaît, elle est très grosse. On amène le débat vers le débat sécuritaire ou vers le débat religieux ou je n'accepte plus le débat public qui consiste à présenter un citoyen par sa religion, alors que ça fait partie du privé et de l'intime, en lui enlevant justement ce vivre ensemble et sa citoyenneté première. Donc je ne pense pas qu'il y a un problème de laïcité. Je pense qu'il y a un problème de pauvreté et de précarité. Mais vous dites, certains instrumentalisent en disant tout le problème est culturel. Oui. Est-ce que vous n'êtes pas dans le déni en disant tout est social et en minimisant les difficultés culturelles que rencontre le pays? En tout cas, ce que je sais, c'est que tant qu'on n'ira pas vers une société plus égale et donc plus fraternelle au final, où l'intérêt général est la seule chose qui peut dicter les choix gouvernementaux et non pas la satisfaction des puissances financières. Je pense que notre société sera tendue, craquellera de partout. Et d'ailleurs, Daesh joue là-dessus. Il faut pas... Daesh peut avoir sur les réseaux sociaux une propagande en disant justement « Regardez comment vous êtes traités ». Donc je pense qu'il faut dans nos quartiers populaires que la République ait des politiques beaucoup plus fortes, beaucoup plus présentes. Il y a véritablement, moi je suis bien placé pour le savoir, des quartiers où sur les 10 dernières années, tout a été supprimé. Alors bien sûr que ça peut créer de la haine. Oui, la haine peut envahir les cœurs et prendre une mauvaise direction lorsque des jeunes et leurs familles voient la manière dont tout ça se passe. Il faut quand même bien réfléchir à ça. Nous avons aussi une responsabilité dans ce qui s'est produit dans certains quartiers. Très bien, nous marquons une nouvelle pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Restez avec nous. Dans un court instant, nous retrouverons notre invité Olivier d'Artigol, porte-parole du Parti communiste. À tout de suite. Bonjour et bienvenue sur le plateau de KTO pour cette dernière partie de Face aux chrétiens avec notre invité Olivier d'Artigol, porte-parole du Parti communiste. Il est interrogé dans cette émission par Corinne Laurent pour La Croix, Alain Baron pour Radio Notre-Dame et Romain Mazenot pour RCF. Une première question tout de suite de Romain Mazenot de RCF. On a entendu votre réquisitoire contre Emmanuel Macron. Est-ce que vous lui reconnaissez tout de même une certaine réussite sur le plan de l'image de la France à l'international quand il dit qu'il veut parler aussi bien à Donald Trump qu'à Vladimir Poutine ou à d'autres? Est-ce que la France est de retour sur la scène internationale? Je n'ai pas trouvé que c'était une image très intéressante à l'honneur de notre pays que de dérouler le tapis rouge à Donald Trump au 14 juillet. Voyez, celui qui a eu les prises de position qu'il a eues concernant, par exemple, les accords de Paris contre le réchauffement climatique ou la manière dont il se comporte, je ne trouve pas qu'en faire l'invité de marque, je ne trouve pas. Je ne trouve pas que ce soit très positif pour les masses de notre pays que sur la dernière commémoration de la rafle du Veldiv, Macron ait pu dire un cher Bibi à Netanyahou quand on voit le comportement de Netanyahou. Je tiens d'ailleurs à profiter de votre antenne pour adresser un message de solidarité à un jeune franco-palestinien, Salah Hamouri, qui est un jeune avocat qui est toujours emprisonné en Israël avec d'autres prisonniers politiques par l'arbitraire. L'image de Macron sur le plan international, on peut avoir une image publique avec une propagande, parce que c'est le cas où un exercice de communication très soigné autour de Macron, d'un certain retour de la France sur la scène internationale. Mais ce n'est pas parce que vous serrez la main longuement à Trump dans ce concours de testostérone que j'ai trouvé ridicule, pour tout dire, et ce n'est pas parce que vous essayez d'arriver sur la scène européenne pour dire voilà comment les choses vont se passer, que automatiquement ça rehausse l'image de la France, parce qu'il faut toujours se dire pour quel projet, pour quelle valeur. Je trouve que le projet politique d'Emmanuel Macron à l'échelle du monde et à l'échelle de l'Europe
ne se fait pas autour des grandes valeurs républicaines. Je trouve que c'est une politique, une vision internationale dans les clous des États-Unis, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et pour une accélération avec Angela Merkel, mais qui est affaiblie aujourd'hui, des politiques libérales qui ont fait tant de dégâts à l'échelle de l'Europe. Rien de neuf sous le soleil, quoi. Une question de Corinne Laurent. Donc, quand bien même ce soleil est jupitérien. Vous nous avez expliqué que vous étiez aux côtés de la minorité kurde. Quelle est, selon vous, la suite à donner au conflit en Syrie? Est-ce que la France doit jouer un rôle précis? D'abord, Corinne Laurent, on vit des heures dramatiques. Et d'ailleurs, le journal La Croix a consacré des pages à ces questions-là. Pierre Laurent était en fin de semaine dernière à Istanbul pour participer au congrès des forces démocratiques kurdes. Il faut quand même se dire que c'est la seconde force au Parlement turc. Il y a des députés, des élus locaux. Et il faut bien s'imaginer ça. Le congrès était entouré de forces de la police turque, avec des intimidations. Il a été très compliqué à notre secrétaire national d'accéder au congrès. Et la répression est absolument terrible, vous l'avez vu, en direction des élus, mais aussi des forces démocratiques, syndicales, les magistrats, les juges, des intellectuels. Et ce qui s'est passé dans l'enclave d'Afrine est insupportable. La France aurait dû élever le ton, élever la voix, parler fortement et clairement pour dire que cette répression n'a que trop duré. Le silence de la France, de la diplomatie française, dans ce moment-là, est une honte. La Turquie intervient avec la bienveillance de Moscou. Oui, mais là-dessus, bien sûr qu'on voit les jeux entre les États-Unis, Moscou, bien sûr. Mais à un moment donné, il va bien falloir mettre tout le monde autour de la table, l'ensemble des acteurs régionaux, pour trouver une solution. Parce qu'aujourd'hui, et je rajoute là-dedans les dernières annonces de Donald Trump sur l'armement nucléaire. Regardons bien que les tensions internationales ont, sur la toute dernière période, se sont aggravées. C'est-à-dire le monde tel qu'il est aujourd'hui, ce sont véritablement des stratégies belliqueuses, de confrontation, d'affrontement et de guerre. Il faudra bien, à un moment donné, qu'une stratégie et une construction allant vers la paix, allant vers le règlement politique d'un très grand nombre de questions, soit de nouveau reconvoquée sur la scène internationale. Sinon, nous allons au pire. Une question d'Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Oui, il y a un autre dossier très douloureux, c'est celui des migrations. Chaque pays européen fait face comme il peut, chacun à sa manière. Certains plus que d'autres, évidemment. Oui. Et la France fait assez ou pas, selon vous? Absolument pas. Nous en sommes à combien? 60 000? C'est ça? Emmanuel Macron d'accueil. Emmanuel Macron avait, je m'en souviens, lors de sa campagne, dit que l'Allemagne se comportait de manière exemplaire. Pour aujourd'hui, c'est quand même un sujet moi, qui me touche beaucoup. Aucun gouvernement n'avait osé ça. C'est d'un cynisme effroyable que de taper dans l'inconditionnalité de l'accueil dans les centres d'hébergement d'urgence. Quand une femme, un homme se présente démuni, qui a besoin d'une soupe chaude ou d'une couverture, on ne lui demande pas s'il est dubliné, ce terme affreux, qui fait que, est-ce que vous êtes passé par l'Italie, etc. C'est-à-dire cette gestion est inhumaine. On ne peut pas dire fermeté et humanité. Ça, c'est pas possible. Notre pays se manque à lui-même dans ce qu'il est, dans ce qu'il a porté à l'échelle du monde, lorsque les plus démunis des plus démunis, il faut voir les images quand même de ceux qui traversent à travers les cols alpins. La Méditerranée est devenue une mer, un cimetière à mer ouverte. On vit un drame, mais... Et notre pays, dans ce moment-là, est apparu
n'a pas été au rendez-vous. Et la circulaire Collomb est une honte, celle de fin décembre. Et les éléments que nous avons sur la prochaine loi asile et immigration font craindre le pire, notamment sur le raccourcissement, c'est discuté sur cette semaine, des délais de recours, et sur le fait, en fait, mais c'est la vérité, que cette Europe forteresse est une mauvaise solution, parce qu'il y aura des migrations économiques, des migrations liées à la guerre, des migrants climatiques, nous le savons tous. Et donc, il va bien falloir qu'on réfléchisse cette question sans entourer notre pays de fils barbelés. Mais cette question des migrations est liée à celle que vous abordiez juste avant, celle des conflits, bien évidemment. Oui, bien sûr. Comment penser une gouvernance mondiale sur toutes ces questions-là? C'est à quoi vous appeliez. D'abord, il faudrait une réponse européenne unifiée. Et puis, vous avez raison, c'est-à-dire que nous sommes là sur la conséquence directe des conflits internationaux, bien évidemment. Une question de Corinne Laurent pour La Croix. Oui, justement, sur ces questions que l'on vient d'évoquer, Turquie, migration, comment et avec qui porterez-vous vos idées aux élections européennes qui auront lieu l'année prochaine? Ça va être un rendez-vous important parce que ça peut être un rendez-vous, nouvelle étape de la recomposition politique à l'échelle de notre pays. Et on voit bien que Macron essaye j'ai envie de dire, de qui à qui, de Le Drian à Juppé, de faire ce pôle central, qui pourrait être flanqué d'un côté par une porosité de plus en plus grande entre Wauquiez et le Front National, avec une droitisation de la droite qui s'accélère, et de l'autre côté, sur les forces progressistes de gauche opposées à la politique de Macron et à l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, un éparpillement, une division, parce que ça peut être ça le paysage. Ça serait très préoccupant parce que les enjeux européens sont notamment des enjeux qui sont très importants pour reconstituer justement un imaginaire politique et des perspectives politiques plus positives que ce qu'on a vécu. Les gens peuvent nous dire, d'accord, vous avez un projet, mais l'Europe. Voilà, ils nous disent souvent, mais l'Europe, vous voyez, on ne va pas pouvoir y arriver. Il y a, pour répondre directement, il y a des forces progressistes à l'échelle européenne, qu'elles soient politiques, syndicales, associatives, très fortes, engagées d'ailleurs dans des batailles. Et pour ce qui concerne le Parti communiste français, nous voulons œuvrer à les rassembler. On a eu un forum européen à Marseille il y a quelques mois qui a montré qu'il y avait des périmètres possibles. On veut rencontrer l'ensemble des forces politiques. On avait hier une rencontre avec Génération, avec Benoît Hamon, où on a discuté. On a envoyé une demande de proposition de rencontre avec la France Insoumise. On le fera auprès d'Europe Écologie Les Verts, des socialistes critiques à la politique actuelle. Donc nous souhaitons trouver des dialogues et des contacts les plus positifs possibles. Je crois que ça se fera sur de grandes batailles européennes. Une question de Romain Masneau. Les listes transnationales voulues par Emmanuel Macron ne verront probablement pas le jour. Le Parlement européen ne le souhaite pas. C'est dommage. Oui, c'est dommage. Vous c'est dommage parce que je pense que ça a été retoqué au Parlement. Je pense que c'était une bonne idée, mais elle ne vient pas d'ailleurs d'Emmanuel Macron. Nous, ça fait avec le parti de la gauche européenne qui travaille au Parlement européen, nous avons avec le travail réalisé par Pierre Laurent au cours des dernières années, démultiplié les contacts avec les forces progressistes. Il y avait une opportunité avec le départ des eurodéputés britanniques, il y avait une opportunité qui se présentait. Oui, voilà. Et puis il faut continuer, et nous continuerons en tout cas, et on va le faire dans les prochaines semaines, de donner à voir les partenariats, les regroupes, disons, la communauté de batailles politiques qu'on peut mener avec d'autres forces à l'échelle européenne. C'est très important. Une question d'Alain Baron pour Royaume Notre-Dame. Le PCF a souvent été très critique sur la construction européenne, sur la façon dont ça s'est fait au fil des années. Qu'est-ce qui pêche selon vous? C'est l'Europe sociale? Le résultat nous donne plutôt raison. Parce que ces politiques, ce qu'on appelait l'ordolibéralisme, c'est-à-dire ces saignées budgétaires, ces politiques pour les puissances de l'argent, les marchés financiers, cette banque centrale européenne, qui, alors qu'on pourrait, les traités d'ailleurs nous le permettraient aujourd'hui, orienter la création monétaire vers de grands chantiers, par exemple sur la transition énergétique, tout ça est allé au pire, et ça a même cassé l'idée européenne, au final.
C'est-à-dire ceux qui ont mené ces politiques-là et qui nous font des grandes leçons sur la question de l'Europe, ont cassé cette idée européenne. Parce que pour des millions de gens à l'échelle de l'Europe, ça veut dire l'austérité, ça veut dire des conditions de vie dégradées. On répondra, oui, par des enjeux sociaux, mais je crois aussi beaucoup par des enjeux démocratiques. Au final, ce qui n'est pas passé, c'est le non-respect de la décision du peuple souverain qui, en 2005, a dit « nous voulons une autre politique ». Et depuis cette date, cette césure, jusqu'à aujourd'hui, partout en Europe, quand les peuples ont retapé à la porte et ont décidé, sous différentes formes, de contester cette orientation générale d'austérité, d'hyper-austérité aggravée, chaque fois, cette parole des peuples n'a pas été respectée. Mais elle a partout, été foulée oui. du pied. Et donc, il y a le déficit, c'est même pas qu'un déficit, la crise démocratique européenne doit être une grande question aujourd'hui. Ce sont les peuples qui doivent décider de la réorientation de ces politiques-là. Et lorsqu'ils le décident, il faut absolument que cela soit mis en place. Vous vous souvenez cette une de Paris Match, j'y réfléchis maintenant, où il y avait Hollande et Sarkozy défendant le oui. Je pense qu'aujourd'hui, Macron pourrait prendre sa place au milieu de la photo, même si, dans sa stratégie européenne, je le trouve plus dangereux que Sarkozy et Hollande réunis. Parce que justement, il a un discours qui n'est pas que sur l'austérité. Olivier D'Artigol, d'accord, mais sauf qu'on n'a pas vu en Europe monter justement une expression politique de gauche par rapport à ça. On a vu au contraire monter plutôt une expression d'extrême droite avec la montée des populismes dans un certain nombre de pays. Vous avez raison, il est vrai que quand ces politiques d'austérité, ces politiques antisociales déferlent, elles nourrissent le monstre. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que la crise européenne a à ce jour incontestablement mis du vent dans les voiles dans les nationalismes les plus redoutables. C'est vrai. Mais il y a aussi, ne l'évacuez pas trop vite, des forces progressistes qui s'organisent et qui mènent des batailles. Et vous avez raison. Le grand rendez-vous européen des prochains mois, c'est de savoir, on est comme si on était sur une ligne de crête. Est-ce que ça basculera vers le pire, vers le nationalisme, vers les tensions extrêmes, ou est-ce que ça prendra une direction de progrès social et de progrès démocratique ? Et vers quel pays vous regardez aujourd'hui quand vous dites qu'il y a des choses qui peuvent nourrir cette... Il y a des batailles partout. Il y a des batailles pour... Je tiens des fois dans des contextes très compliqués, les forces démocratiques, les batailles féministes en Hongrie, c'est quelque chose dont on devrait parler. L'Allemagne vient la sidérurgie en Allemagne, IG Metall vient d'avoir un accord sur la réduction du temps de travail. Il y a des choses qui se jouent, il y a des progrès, il y a des batailles gagnées, mais dans un rapport de force qu'il faut porter plus loin et plus haut. Eh bien, merci beaucoup à notre invité Olivier D'Artigol, porte-parole du Parti communiste. Notre invité la semaine prochaine sera Nicolas Dupont-Aignan, président donc de Debout la France. Vous pouvez évidemment nous retrouver d'ici là sur les sites de nos différents médias, KTO, La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. À très bientôt, à la semaine prochaine.